Bonjour groupe, aujourd'hui on va essayer quelque chose de différent. Donc vous allez pas me voir en fait, vous allez juste entendre ma voix, un peu comme si vous écoutiez un balado sur internet. Et par contre il va quand même y avoir une certaine valeur ajoutée. Vous allez voir des images qui illustrent et qui complètent les propos que je vais dire. Donc le balado ou le vidéo d'aujourd'hui qui ne comporte que des images statiques. Il vient compléter vos lectures de la semaine qui portent sur l'intervention du gouvernement d'un point de vue macroéconomique. Et donc la bande audio que vous écoutez présentement va se concentrer sur un aspect en particulier qui coïncide avec la fin de vos lectures en fait, c'est-à-dire l'utilisation de la politique budgétaire par le gouvernement qui est en place. Il y a une chose sur laquelle votre manuel n'insiste pas assez à mon goût, d'où mon propos d'aujourd'hui. Euh, il y a vraiment deux façons contradictoires d'utiliser le budget du gouvernement. Chaque gouvernement croit faire la bonne chose, mais il y a vraiment deux grandes orientations, deux idéologies qui se confrontent selon le genre de gouvernement qui est au pouvoir. Pour pouvoir saisir cette dualité, on peut prendre simplement le contexte d'une récession qui s'installe. Ça pourrait être la prochaine récession en 2020 quelque chose qui va finir par se produire. Ça pourrait être celle de 2008. Ça pourrait être la grande crise économique qu'on appelle en anglais The Great Depression, dont vous voyez présentement apparaître des images, qu'on appelle souvent la mère de toutes les crises économiques. C'est une crise économique majeure qui s'est produite dans les années 30 et qui nous sert aux économistes, qui nous sert d'exemple de ce qu'il faut éviter qui se produise. Ça nous permet d'illustrer justement les deux grandes approches du point de vue du gouvernement pour essayer de contrer ce genre d'événement majeur très négatif pour la société. Alors on est dans les années 30, plus précisément en 1932. La crise commence à s'étirer bien au-delà de ce à quoi les gens s'attendaient, et ça de toutes les tranches de la société. Et donc il y a un duel politique historique qui s'installe entre le camp républicain, représenté par un certain Hoover, dont vous voyez ici le macaron de campagne électorale, et Hoover fait face à un certain Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, et lui représente le camp démocrate, qu'on peut considérer en économie le camp interventionniste. Donc les démocrates, encore aujourd'hui, sont considérés le parti plutôt interventionniste, c'est-à-dire que les démocrates n'hésiteront pas à laisser le gouvernement intervenir activement dans l'économie, alors que les républicains sont plutôt des conservateurs qui vont essayer de maintenir la position ou l'impact du gouvernement le plus faible possible. Ça fait partie des valeurs profondes conservatrices d'un point de vue économique. Le moins d'intervention possible pour les conservateurs et une certaine intervention pour les interventionnistes. Et à partir des années 30, comme il y a un certain John Maynard Keynes qui va devenir le visage des économistes interventionnistes, mais on va commencer à dire, comme synonyme d'interventionniste, on va dire des penseurs, des politiciens, des économistes qui sont keynésiens. Donc ça vous donne une idée de l'importance du personnage John Maynard Keynes que vous voyez ici apparaître, le monsieur à la moustache, un des hommes certainement les plus influents du 20e siècle. Il est décédé malheureusement en 1946. Donc Roosevelt vit en même temps que Keynes. Les deux représentent chacun à leur manière la pensée économique interventionniste. Donc Hoover va proposer la bonne vieille idée de ne pas intervenir, l'idée que l'économie va s'auto-réguler, va s'auto-équilibrer elle-même. Tandis que Roosevelt va dire, attendez, là, ça commence à s'étirer, c'est la preuve qu'il faut faire quelque chose, le gouvernement doit sauver la population, doit sauver l'économie américaine, doit faire un sauvetage, et pour ça, il doit mettre en place un plan de relance. Donc un plan de relance, ça consiste à utiliser le budget de l'État, donc de mettre en place une politique budgétaire expansionniste alors qu'on est en pleine récession. Est-ce que c'est une bonne idée? Ben, les interventionnistes considèrent que oui, que du moins c'est une bien meilleure idée que de ne rien faire, le laisser-faire étant la proposition des conservateurs comme Hoover. Donc c'est quoi un plan de relance keynésien? Remarquez que ça pourrait être des politiciens actuels comme Justin Trudeau,
ou encore le président de la France, Emmanuel Macron, qui sont des Keynésiens avoués. Ça pourrait être ce genre d'individu qui met en place un plan de relance lors d'une crise économique ou d'une récession qui viendrait dans les prochaines années. Donc ça veut dire que la récession est annoncée, ça va mal, le taux de chômage monte, le produit intérieur brut, donc le revenu national est en chute. Et là, le gouvernement annonce qu'il va augmenter ses dépenses et peut-être même mettre dans le panier une baisse d'impôts. Donc les deux peuvent être faits seuls ou combinés. Et tout ça va dans le sens de ce qu'on appelle une politique budgétaire expansionniste. L'idée étant de renvoyer l'économie en expansion le plus vite possible. Donc, ça implique d'essayer tant bien que mal, voilà, que de stimuler la demande globale. Stimuler veut dire faire en sorte qu'elle se déplace vers la droite pour qu'on retourne au plein emploi le plus vite possible. Bien sûr, les conservateurs ont plusieurs raisons de ne pas être d'accord avec cette stratégie-là. On va y revenir. Donc, on est en temps de récession. Le gouvernement annonce un plan de relance qui va relancer, ou on dit aussi stimuler l'économie, stimuler la demande globale par des dépenses nouvelles. Et pourquoi est-ce que les interventionnistes, qu'on peut aussi appeler keynésiens, pourquoi est-ce qu'ils croient que c'est la bonne chose à faire? C'est parce qu'ils croient à un certain effet multiplicateur sur lequel vous êtes peut-être tombé dans votre manuel. L'idée, c'est que on n'est pas obligé d'investir une fortune en nouvelles dépenses publiques pour relancer l'économie. Les Keynésiens croient qu'il y a un effet multiplicateur qui fait que, par exemple, le gouvernement pourrait créer 10 milliards seulement de dollars de nouvelles dépenses très ciblées, notamment dans les infrastructures. Mettons qu'il y a des routes abîmées, ben on en profite pour les refaire. Et l'idée, c'est qu'en injectant cette nouvelle dépense dans l'économie, ben, c'est pas 10 milliards de plus qu'on va avoir, mais c'est 20 ou 30 ou 40 milliards de plus. Donc, il va y avoir une espèce de multiplication euh, que certains considèrent magique, bien qu'il y ait une explication mathématique là, que vous voyez dans votre manuel. Et donc, le nerf de la guerre, c'est de se demander si cet effet multiplicateur-là existe. Si oui, les Keynésiens ont raison, et sinon, les conservateurs et les républicains qui sont conservateurs notamment, ben, à ce moment-là, c'est eux qui ont raison. Dans les années 30, eh ben, c'est pour le candidat interventionniste que les Américains ont fini par voter. La crise économique se tirait. Ils ont même donné 4 mandats de suite au président Franklin Delano Roosevelt, mais il y a une partie de ces 4 mandats-là qui est très circonstancielle parce que éventuellement on est passé de la grande crise à la deuxième guerre mondiale et ça c'est une toute autre histoire. En bref, un ministre des Finances qui est interventionniste, keynésien, ben, il va chercher un peu à relancer l'économie un peu comme on essaie de booster une voiture, si vous me permettez l'anglicisme. Donc l'idée, c'est pas de remplacer la voiture, c'est pas non plus qu'il manque nécessairement beaucoup d'essence dans la voiture, si vous voulez rester dans la métaphore. C'est vraiment juste de donner la petite ignition qui va redémarrer la machine et la remettre sur pied. Et ça, possiblement à moindre coût. Et le coût, ben, il est évident, c'est que pour faire ceci, il n'y a aucune autre solution que de financer ce plan de relance par un déficit budgétaire. On l'a vu, les revenus du gouvernement sont toujours en chute lors des récessions. Alors, même avec un miracle, on ne peut pas réussir à faire un plan de relance, augmenter les dépenses, baisser les revenus, sans avoir un déficit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de faire gonfler la dette, ce qui est la principale critique qui est faite par les conservateurs envers les interventionnistes. Vous allez voir défiler quelques images, on pourrait dire quelques visages contemporains de l'interventionnisme économique. Donc, vous devriez normalement voir apparaître des photos des différents chefs de partis au Canada, au fédéral canadien, notamment les représentants du NPD, du Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, et Elisabeth May du Parti vert, qui sont assez clairement des interventionnistes, alors que Andrew Scheer, le chef, celui qui est encore pour le moment chef du Parti conservateur, ben, il représente, c'est facile à comprendre, il représente le point de vue plus conservateur de l'économie. Vous voyez maintenant Obama, Barack Obama, donc qui a été président des États-Unis de 2009 à 2017. Et donc pendant cette période-là, il a commencé son mandat avec
une récession. Et donc, il a dû mettre en place un plan de relance qui a correspondu à ce moment-là à un déficit historique de 800 milliards de dollars, presque 800 milliards de dollars de déficit. C'est quasiment un demi-PIB du Canada à l'époque, donc c'est une somme gigantesque, un demi-PIB annuel du Canada, que le gouvernement américain a emprunté pour pouvoir financer le plan de relance qu'on appelait à l'époque le Stimulus Package de Barack Obama, qui consistait un peu consistait un peu à faire ce qu'avait fait Roosevelt avec son New Deal, c'est-à-dire investir dans les infrastructures, tout ce qui est, dans tout ce qui est rentable pour la société, tout ce qui peut améliorer le futur de la société, notamment les infrastructures routières. Dans le camp conservateur maintenant, commençons tout de suite par des visages assez connus. Donc, pour le fédéral canadien, on aurait évidemment Andrew Scheer, le chef actuel du Parti conservateur du Canada. On aurait le premier ministre de l'Ontario, premier ministre Ford, qui arbore assez fièrement les couleurs conservatrices dans sa province. On a, disons, des politiciens conservateurs assez dominants du côté de la province de l'Alberta. En Grande-Bretagne, on a un certain Boris Johnson, qui n'est pas sans rappeler un certain Donald Trump du Parti républicain aux États-Unis. Donc, ces visages-là sont, bien entendu, des conservateurs avoués. Et parfois, ils sont conservateurs seulement sur le plan économique. Parfois, ils sont aussi conservateurs sur le plan des valeurs sociales. Pensons notamment au nouveau président du Brésil, un certain Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que vous voyez ici, qui est un fier conservateur, tant sur le plan social qu'économique. Alors, dans le contexte d'une récession, les conservateurs vont habituellement annoncer des intentions diamétralement opposées à celles des interventionnistes. En particulier si le Parti conservateur a la majorité des sièges dans un système parlementaire, par exemple. Et donc, ce Parti conservateur va typiquement annoncer qu'il compte adopter non pas un plan de relance, qui serait une politique expansionniste, mais plutôt, au contraire, une politique restrictive. L'idée des conservateurs est assez simple à expliquer. Euh, Lors d'une récession, les gens coupent dans leurs dépenses. Les individus qui sont dits responsables du point de vue des valeurs conservatrices, là, le bon père de famille, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire les individus? Ils vont faire une cure minceur avec leurs dépenses familiales. Ils vont dire, bon, ben, cette année, il n'y a pas de voyage, puis cette année, on ne change pas la voiture, puis ah, le frigo est magané, mais cette année, on va quand même garder le frigo, puis le tolérer. Et quand on sera sorti de la récession, là, on dépensera, là, on haussera nos dépenses. Donc, les valeurs conservatrices, c'est de dire, on va répliquer ce qu'un bon père de famille ferait, mais avec le budget de l'État. Donc, quand ça va aller mal, on va baisser les dépenses, puis on va augmenter les impôts, ce qu'on appelle une politique budgétaire restrictive. Et quand ça va finir par redevenir, quand on va retrouver, pardon, une bonne conjoncture économique, là, le gouvernement pourra construire des routes et on pourra se gâter, si vous voulez, en tant que population. Et donc la critique ne s'arrête pas là, ben, c'est de dire d'abord les plans de relance, assurément ça crée des hausses de dette, ça crée des déficits qui viennent se greffer à la dette. Les conservateurs détestent typiquement l'endettement public, considèrent que seuls les gens à titre privé devraient contracter des dettes et pas leur gouvernement. Le gouvernement ne devrait pas le faire sur leur dos. Il nous rappelle aussi qu'une politique, un plan de relance, ben, ça fait augmenter la demande et donc, comme vous le voyez dans votre graphique d'offre globale, demande globale, ça crée de l'inflation. Ça fait augmenter le niveau général des prix. Et donc, en général, on n'aime pas ça, l'inflation, nous disent les conservateurs. Ils ont aussi des très bons exemples à nous donner de plans de relance qui ont été totalement inefficaces, totalement ratés, sans aucun effet bénéfique, sans effet multiplicateur, ou comme dit votre manuel, avec un effet multiplicateur inférieur à 1. Donc vous dépensez, mettons, 10 milliards, puis vous récoltez 5 milliards de résultats, ben c'est raté. Là. C'est comme dirait l'autre, c'est epic fail. Des stades construits pour des événements sportifs et qui ne servent plus à rien une fois les 2 semaines de l'événement terminées, ce qu'on appelle des éléphants blancs. Ou encore des routes qui ne mènent nulle part. Des ponts à l'utilité douteuse. Donc les conservateurs ont une série d'exemples comme ceux-là qui nous pointent du doigt pour dire, regardez, là,
on endette la population, on crée de l'inflation, puis tout ça pour finalement des dépenses frivoles qui ne rendent pas service à la population, qui ne donnent pas de rentabilité pour les gens qui vont payer la facture plus tard, c'est-à-dire les futurs contribuables, quand va venir le temps de rembourser la dette. Comme je l'ai dit précédemment, dans les années 30, c'est la voie interventionniste qui a fini par l'emporter. Les États-Unis étaient en récession depuis l'année 1929, la fameuse année du crash boursier de la bourse de New York, qui est devenue une crise économique presque mondiale, qui a beaucoup affecté par ailleurs le Canada, où le taux de chômage a presque atteint les 30%. C'est le sommet historique du chômage au Canada. Aux États-Unis, le taux de chômage a dépassé les 30%. Donc, à un moment donné, la population, dans une démocratie, finit par parler et dire, ben nous, les techniques conservatrices, on est tannés, on va essayer autre chose. Et donc, ce duel historique va être remporté par Franklin Delano Roosevelt. Et donc, les politiques conservatrices d'Hoover vont être mises de côté et pas pour juste pas seulement pour un mandat, mais bien pour une bonne période d'une trentaine, même un peu plus que 30 ans. Et vos professeurs d'histoire appellent souvent cette période-là les 30 glorieuses. Ça a été des années où on a appliqué dans les gouvernements comme celui des États-Unis, celui du Canada, celui de la Grande-Bretagne, on a appliqué des politiques économiques de type interventionniste. On a mis de côté pendant un peu plus de 30 ans les politiques de type conservatrice qui visaient à couper dans les dépenses, donc à faire une cure minceur à chaque fois qu'il y avait une mauvaise conjoncture économique, en se disant on se gâtera quand ça va recommencer à bien aller, quand la conjoncture va être plus favorable. Donc on a fait le contraire de ça pendant une trentaine d'années et on appelle souvent ça en français les 30 glorieuses et en anglais The Great Prosperity, en référence au fait qu'il y a eu beaucoup de croissance économique, il y a eu l'apparition d'une classe moyenne, les dettes publiques étaient faibles et les récessions étaient courtes et très peu profondes en fait. Un petit résumé pour terminer. Donc, arrive une récession, il n'y a pas juste une recette, il n'y a pas juste une façon de trouver réponse à cette récession-là si vous êtes dans les chaussures de la personne qui représente le ministre des Finances ou son équivalent. Cette personne-là peut avoir des valeurs, peut avoir ses propres idéologies qui vont guider ses décisions. Si les valeurs de cette personne-là sont plutôt interventionniste, keynésienne, alors cette personne-là, vous allez très vite la voir parler de plan de relance et ça va trouver écho dans une vaste partie de la société. Si c'est une personne plutôt conservatrice, qui se retrouve en situation de majorité, par exemple à la Chambre des communes canadienne, ben, vous allez voir cette personne-là parler de quelque chose comme une cure minceur, dire que c'est impensable d'avoir un déficit alors qu'on est en pleine récession, qu'un bon père de famille ne ferait pas ça, et que si on veut se payer des belles routes, des beaux hôpitaux, ben, il va falloir faire ces dépenses-là plus tard quand on va renouer avec une expansion économique. Et comment arriver à l'expansion économique, nous disent les conservateurs. Donc, en évitant les déficits, bien sûr, mais en attendant que l'économie se replace d'elle-même. L'idée donc étant que l'économie a ses propres mécanismes d'auto-équilibrage et que si on laisse l'économie faire ce travail d'auto-équilibrage, on va très vite sortir de la récession. Alors que les interventionnistes keynésiens nous disent non, non, il faut agir. La preuve, c'est que la grande crise des années 30, au bout de 2 ans à rien faire, on voyait bien qu'il n'y avait pas de mécanisme d'auto-ajustement. On voyait bien qu'il fallait que le gouvernement fasse le travail que le secteur privé ne faisait plus devant une économie qui se dégrade, c'est-à-dire investir. Et donc, le gouvernement qui a été élu, le gouvernement de Roosevelt a très vite commencé à hausser les dépenses, baisser les impôts, a même créé de toutes pièces l'assurance-emploi qu'on connaît aujourd'hui, alors qu'on était en pleine récession. Tout ça avait l'air farfelu pour les conservateurs, mais ça a quand même été la stratégie dominante pendant une trentaine d'années. Et en passant, je dirais que depuis les années 2000 ou même 90, c'est redevenu la voie, donc disons la voie préférée par les gouvernements. Même certains gouvernements conservateurs vont adhérer à ça, comme le gouvernement conservateur de Stephen Harper qui était au pouvoir lors de la crise
économique de 2008-2009. Donc voilà, c'est tout. Je vais sûrement avoir une autre balado comme celle-ci dans les 2 prochaines semaines. Alors, je vous dis à bientôt. On se voit en classe.